Quand un génie comme Bruce Lee appelle Chuck Norris pour lui proposer un rôle dans un film qui va révolutionner les arts martiaux, ça sent le chef-d'œuvre, mais aussi la peur. Imaginez, viens, on va tourner une scène de combat que personne n'oubliera dans Return of the Dragon. Une invitation qui a donné naissance à un duel légendaire. Pourtant, derrière l'aura invincible de Lee, se cachait une réalité glaçante. Des acteurs hollywoodiens fuyaient les projets avec lui, sans oser expliquer pourquoi. Pendant des décennies, Norris, à 85 ans aujourd'hui, a gardé le silence, comme tant d'autres maîtres des arts martiaux. Mais il révèle enfin la vérité, ce n'était pas de l'ego ou des caprices, mais une peur viscérale face à une excellence qui intimidait tout le monde. Une histoire de respect, de rivalité amicale et d'une authenticité qui effrayait Hollywood. Accrochez-vous, car cette confession va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur ces deux icônes. On va plonger ensemble dans les détails de leur rencontre, de leurs entraînements secrets, de ce combat mythique au Colisée, et surtout, des raisons cachées derrière cette peur qui a marqué une génération. Prêts? Allons-y, et restez jusqu'à la fin pour une révélation qui va vous laisser sans voix. Commençons par le début de cette amitié légendaire, qui n'était pas seulement une rencontre fortuite, mais le point de départ d'une révolution dans le monde des arts martiaux. Tout remonte à l'été 1966, une période charnière dans l'histoire des sports de combat aux États-Unis. À cette époque, Los Angeles était un véritable hub pour les élites des arts martiaux, un mélange bouillonnant de traditions asiatiques importées par des immigrants et de styles occidentaux en pleine évolution. C'était une ville où les dojos se multipliaient, où les tournois attiraient des foules passionnées, et où les rêves de gloire hollywoodienne se mêlaient à la sueur des entraînements intensifs. Chuck Norris, né Carl Logan Norris le 10 mars 1940 dans l'Oklahoma, était déjà une figure respectée dans ce milieu. Issu d'une famille modeste, avec un père alcoolique et absent, Norris avait trouvé refuge dans l'armée de l'air américaine, où il avait servi en Corée du Sud à la fin des années 1950. C'est là qu'il avait découvert le Tang Soo Do, un art martial coréen similaire au karaté, qui allait devenir la base de sa carrière. De retour aux États-Unis, il ouvre son premier dojo en 1962 et commence à dominer les compétitions. En 1966, il est au sommet, champion du monde des poids moyens en karaté, un titre qu'il défendra avec succès pendant 6 années consécutives. Son style est précis, puissant, ancré dans une discipline rigoureuse. Ses coups de pied, en particulier, sont légendaires, des high kicks dévastateurs, exécutés avec une économie de mouvement qui laisse peu de place à l'erreur. Norris est un homme calme, presque timide en dehors du ring, mais une fois en combat, il devient une machine implacable, respecté pour sa force tranquille et son fair-play. De l'autre côté, Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, mais élevé à Hong Kong, arrive à Los Angeles avec un bagage bien différent. Fils d'un acteur d'opéra cantonais, Bruce a grandi dans un environnement artistique, apprenant le Wing Chun auprès du maître Ip Man dès l'adolescence. À 18 ans, il retourne aux États-Unis pour éviter les ennuis avec les gangs hongkongais, et s'installe à Seattle où il ouvre son premier école d'arts martiaux. En 1966, il est encore en train de percer à Hollywood. Il joue le rôle de Kato dans la série The Green Hornet, où ses cascades impressionnantes attirent l'attention, mais le confinent souvent à des rôles secondaires stéréotypés. Bruce n'est pas encore la superstar mondiale qu'il deviendra, il est un innovateur en herbe, en train de développer son propre style, le Jeet Kune Do, qui signifie la voie du point qui intercepte. C'est une philosophie plus qu'un art. Rejeter les formes rigides des styles traditionnels pour adopter ce qui fonctionne vraiment en combat réel. Bruce est petit, 1 m73 pour 60 kg, mais sa vitesse est surhumaine, sa force explosive et son charisme magnétique. Il n'est pas seulement un fighter, c'est un penseur, influencé par la philosophie taoïste, les écrits de Krishnamurti et même la boxe occidentale. Leur première rencontre n'a rien d'un événement spectaculaire orchestré par les médias. Pas de duel public, pas de presse autour. C'est une introduction organique, facilitée par des amis communs dans la communauté des arts martiaux, comme Ed Parker, fondateur du Kenpo karaté américain et organisateur de tournois influents. Parker, qui avait déjà repéré le talent de Lee lors d'une démonstration en 1964, sert de pont entre les deux hommes. Norris et Lee se croisent lors d'un événement discret, peut-être un séminaire ou un entraînement privé, et l'alchimie est immédiate. Ce n'est pas une rivalité naissante, mais une curiosité mutuelle. Norris est intrigué par cet Asiatique qui parle de fluidité et d'adaptation, tandis que Lee voit en Norris un maître des coups de pied qu'il pourrait intégrer à son arsenal. Dès les premiers échanges, ils décident de s'entraîner ensemble, loin des regards indiscrets.
Ces sessions se déroulent dans des dojos fermés au public, ou même chez l'un ou l'autre, à des heures tardives pour éviter les interruptions. Imaginez la scène, 2 hommes dans une pièce sombre, éclairés par une lumière tamisée, échangeant des techniques sans un mot superflu au début. Norris montre ses sidekicks dévastateurs, ses coups de pied latéraux qui peuvent briser des côtes. Lee contre avec ses enchaînements rapides de Wing Chun, des frappes courtes et directes qui visent les points vitaux. Au fil des heures, la fatigue s'installe, mais pas la compétition. C'est un partage pur, une quête commune d'excellence. Ces entraînements ne sont pas de simples sparring physiques, ils deviennent rapidement des forums intellectuels. Norris, avec son background structuré, apporte une précision millimétrée. Ses roundhouse kicks, ses coups de pied circulaires, sont exécutés avec une économie d'énergie qui fascine Lee. Tes kicks sont puissants, mais je vais les rendre imprévisibles, dit Lee en les adaptant à sa fluidité. En retour, Lee initie Norris à l'interception, au lieu de bloquer un coup, anticiper et contre-attaquer en un seul mouvement. C'est le cœur du Jeet Kune Do, encore en gestation à l'époque, Be like water, my friend. Cette phrase célèbre que Lee popularisera plus tard, résume leur philosophie partagée. L'eau s'adapte, coule autour des obstacles, pénètre les failles. Norris, habitué à des formes rigides, est bluffé par cette approche. Bruce ne combattait pas pour marquer des points, il combattait comme si sa vie en dépendait. Il passe des heures assis par terre, après l'entraînement, à discuter des limites des styles traditionnels. Pourquoi le karaté insiste-t-il sur des katas répétitifs quand un combat réel est chaotique? Pourquoi le kung-fu reste-t-il ancré dans des formes ancestrales sans tester leur efficacité? Lee argue pour l'absorption, prendre le meilleur de chaque discipline, rejeter le reste. Norris, influencé, commence à intégrer des éléments de Jeet Kune Do dans son propre enseignement, comme des feintes plus fluides ou des contre-attaques directes. Au-delà des techniques, ces sessions révèlent un lien plus personnel. En 1966, Lee est frustré par Hollywood. Malgré son talent, les producteurs le cantonnent à des rôles de sidekick asiatique, stéréotypés et sous-utilisés. Les acteurs blancs refusent souvent de partager l'affiche avec lui, craignant d'être éclipsés par sa présence magnétique. Lee confie ses doutes à Norris, il me voit comme un acrobate, pas comme un acteur. Norris, qui commence tout juste sa carrière cinématographique, devient un confident précieux. Il l'encourage, partage ses propres expériences de rejet. Norris, avec son accent texan et son look de cow-boy, n'est pas non plus le prototype hollywoodien. Leur amitié se forge dans ces moments vulnérables, pas seulement des fighters, mais des hommes en quête de reconnaissance. Cette confiance mutuelle n'est pas une rivalité médiatisée, c'est une alliance discrète qui les propulse mutuellement. Norris dira plus tard, « Bruce m'a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de combattre. Je lui ai apporté la stabilité des bases américaines. » Cette alchimie transforme les deux hommes. Lee affine son Jeet Kune Do avec les kicks de Norris, tandis que Norris gagne en fluidité, préparant son futur succès dans des films comme La Fureur de vaincre. Attendez, Norris aura sa propre saga avec Missing in Action dans les années 80, mais l'influence de Lee est palpable. Avançons maintenant vers 1972, l'année où cette amitié culmine dans un projet cinématographique qui allait changer à jamais l'histoire des films d'action. Bruce Lee, après le succès de Big Boss et La Fureur de vaincre en Asie, décide de prendre les rênes. Il va écrire, réaliser et jouer dans La Fureur du Dragon, titre original, Way of the Dragon. Ce film n'est pas seulement une suite, c'est un manifeste personnel. Lee y incarne Tang Leng, un expert en kung-fu envoyé à Rome pour protéger un restaurant chinois menacé par la mafia. Mais le clou du spectacle? Le combat final contre un karatéka américain, rôle taillé sur mesure pour Norris. Lee n'hésite pas une seconde. « Chuck, c'est toi que je veux. » Personne d'autre ne peut incarner cette puissance brute. Norris accepte sans réfléchir, honoré par la confiance de son ami. Le tournage se déroule à Rome avec un budget modeste, mais l'ambition est immense. Lee veut fusionner arts martiaux réels et narration philosophique, loin des stéréotypes hollywoodiens. Le point d'orgue est la scène au Colisée, un lieu chargé d'histoire, un amphithéâtre vieux de 2000 ans, symbole de combats sanglants. Mais rien n'est facile, l'équipe n'a pas d'autorisation officielle. Lee et ses collaborateurs corrompent des gardes pour 1 heure de tournage clandestin, 60 minutes pour capturer l'essence d'un duel éternel. Pas de filet de sécurité, pas de reprise infinie, tout doit être parfait du premier coup. Imaginez la tension, le soleil italien qui décline, les ombres qui s'allongent sur les ruines et 2 hommes au centre, prêts à en découdre. Pas de doublure, pas d'effets spéciaux, ce que vous voyez à l'écran est réel. Lee, en Tang Leng, affronte Norris en Colt, le champion américain.
Les plans longs, sans coupure, capturent chaque détail. La vitesse fulgurante de Lee, ses enchaînements de coups de poing comme des éclairs, contre les kicks puissants de Norris, ancrés dans une stance solide. C'est un balai mortel. Lee esquive, intercepte, contre-attaque avec une économie parfaite. Norris frappe fort, mais Lee s'adapte, coulant comme l'eau autour des assauts. Ce combat n'est pas gratuit, il porte un message profond. C'est une confrontation philosophique, la fluidité du Jeet Kune Do contre la rigidité du karaté traditionnel, l'Orient adaptable contre l'Occident structuré. Au fil du duel, Lee démantèle les défenses de Norris, non par brute force, mais par intelligence, il anticipe, feinte, utilise les forces de l'adversaire contre lui. La scène culmine avec Lee dominant, mais avec respect, pas de haine, juste une leçon. Norris perd à l'écran, mais sort avec un sourire, c'était un honneur. Cette authenticité fait la magie. Pas de weir, pas de slow-motion exagérée, juste 2 maîtres en pleine possession de leurs moyens. Le film, initialement destiné au marché asiatique, explose mondialement, redéfinissant les scènes d'action. Des films comme Rocky ou Matrix s'en inspireront plus tard, avec des duels philosophiques et chorégraphiés. Des années après la mort tragique de Lee en 1973, Norris brise le silence sur une question qui hante les fans. Pourquoi tant d'acteurs refusaient-ils de travailler avec Bruce? À 85 ans, dans des interviews récentes, Norris révèle la vérité sans filtre. Ce n'était pas de l'arrogance de Lee ou des conflits personnels, c'était de la peur pure. Lee n'était pas un acteur simulant des combats, il était un vrai guerrier, avec une présence qui exposait les faiblesses des autres. Sa vitesse réelle, capable de frapper 6 fois par seconde, sa précision sans trucage, intimidait. Debout face à Bruce, c'était comme affronter une flamme, beau, mais dangereux si tu n'es pas forgé dans le même feu, confie Norris. Les acteurs hollywoodiens, habitués aux illusions, aux doublures, effets spéciaux, se sentaient démasqués. Lee radiatait une authenticité qui transcendait le jeu. Il vivait ses rôles, respirait les arts martiaux. Sa confiance n'était pas feinte, elle venait d'années de sueur, de sang, de push au-delà des limites humaines. Pour ceux qui bâtissaient leur carrière sur des façades, c'était terrifiant. Sa excellence ne les surpassait pas seulement, elle les exposait, ajoute Norris. Les critiques venaient souvent de ceux qui n'avaient jamais affronté Lee, on l'entendait dire qu'il était un imposteur, mais ces mots venaient de ceux qui restaient en retrait, loin du ring. Les vrais fighters, comme Joe Louis, champion de full contact karaté, ou Mike Stone, Hall of Fame, le vénéraient. Louis crédite Lee d'avoir élevé son niveau, il m'a appris à lire l'adversaire, à anticiper par un simple twitch d'épaule. Stone confie que Lee a changé sa vision du combat, ce n'est pas juste frapper, c'est comprendre le rythme, la psychologie. Ces hommes, qui avaient sparé avec lui, savaient, Lee n'était pas un showman, il était un innovateur qui prouvait ses théories en action. Lee ne se contentait pas de dominer physiquement, il révolutionnait les arts martiaux. Rejetant les traditions rigides, pourquoi s'enchaîner à des formes ancestrales si elles ne fonctionnent pas en réel? Il crée le Jeet Kune Do en 1967. C'est une fusion, boxe pour les uppercuts, escrime pour les feintes, judo pour les projections, même des éléments de lutte de rue. Absorbe ce qui est utile, rejette le reste. Prônait-il. Une hérésie pour les puristes du kung-fu ou du karaté, qui l'accusaient de manquer de respect. Mais Lee transcendait, soyez comme l'eau, adaptez-vous, infiltrez les failles. Norris joue un rôle clé, il introduit les high kicks, peu emphatisés dans le Wing Chun de Lee, focalisés sur le close range. Lee les maîtrise en semaine, les rendant imprévisibles, un high kick feinté pour masquer une low kick. Cette innovation effrayait. Lee exposait les limites des systèmes anciens, prédisant le MMA moderne, où les fighters mix grappling, striking et submission. Des organisations comme l'UFC, fondée en 1993, doivent beaucoup à sa vision. Leur legs commun? La Fureur du Dragon n'est pas qu'un film, c'est une porte ouverte sur les arts martiaux au cinéma mondial. Tourné avec un budget modeste, il inspire des générations. Chaque enfant qui noue une ceinture noire après l'avoir vu, chaque film d'action avec des combats poétiques plutôt que chaotiques. Lee et Norris ne sont pas rivaux, ils sont complémentaires. Lee apporte la fluidité philosophique, Norris, la puissance disciplinée. Leur amitié, forgée dans la sueur et le respect, reste intacte. Norris admet humblement, dans un vrai combat, Bruce m'aurait battu. Sa vitesse, son intelligence, c'était insurmontable. Une confession qui honore Lee, montrant que les vrais grands reconnaissent la supériorité sans jalousie. Si cette plongée exhaustive dans l'amitié légendaire entre Bruce Lee et Chuck Norris, avec tous ces détails sur leurs entraînements,
Le tournage mythique et les révélations sur la peur d'Hollywood vous a captivé et inspiré. Likez la vidéo pour montrer votre soutien, ça aide l'algorithme à propager ces histoires. Commentez ci-dessous si vous avez déjà ressenti cette peur face à un talent supérieur, comme ces acteurs face à Lee, ou partagez votre scène de combat préférée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires exclusives et approfondies sur les icônes des arts martiaux et du cinéma, et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui décryptent les légendes comme jamais. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle révélation qui va vous scotcher à votre écran.